Bonjour. Bonjour, je suis ravi de vous recevoir ce coup d'envoi de notre colloque international à distance, mais je ressens l'excitation d'un colloque véritable, alors je suis ravi. Cette première conférence plénière s'intitule Face à l'effondrement des systèmes démocratiques contemporains, quelle stratégie? Nous avons le plaisir de recevoir Loïc Blondiot. Loïc Blondiot est professeur de sciences politiques à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il dirige le master ingénierie de la concertation. Il est chercheur au Centre européen de sociologie et de sciences politiques. Ses recherches portent aujourd'hui en particulier sur la théorie de la démocratie et les innovations démocratiques. Sur le plan académique, il dirige la revue Participation, que plusieurs d'entre vous connaissez bien, et il co-dirige le groupement d'intérêt scientifique Démocratie et Participation. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages importants, comme Le Nouvel Esprit de la démocratie, paru en 2008, ou plus récemment Le Tournant délibératif de la démocratie, paru aux presses de Sciences Po en 2021. Loïc Blondiot a aussi été membre du comité de gouvernance de la Convention citoyenne pour le climat, sur laquelle nous reviendrons sans doute, et il siège à la Commission nationale du débat public. Il a également de nombreux engagements associatifs et militants dans le domaine de la démocratie et de l'environnement. Je suis ravi de le recevoir pour parler de cet enjeu très important. Et avant de lui céder la parole, quelques informations rapides. Nous sommes en mode webinaire. Vous pouvez intervenir dans le fil en fait, des commentaires, discussions sur le forum. Je vous rappelle, vous écrivez les questions et je les prendrai au fur et à mesure. Le déroulement prévu pour l'heure qui est devant nous, une dizaine de minutes de présentation pour Loïc Blondiot pour revenir sur certains points importants de sa présentation. Ensuite, je bénéficie de l'immense privilège de pouvoir briser la glace avec une ou deux questions. Et ensuite, je vous laisse la parole et je regarderai sur le fil de questions pour nourrir la discussion. Je vous rappelle que la conférence est enregistrée et sera diffusée sur la plateforme conférence jusqu'au 30 avril 2021 en anglais et en français, ce qui vous laissera le loisir de regarder, re-regarder, partager, discuter de nombreuses fois. Alors, je laisse la parole à Loïc Blondiot pour une dizaine de minutes. C'est à lui la parole. Oui, merci Sylvain pour cette invitation. Donc, j'ai cru comprendre que vous aviez un accès à un état plus avancé et plus long de mon propos à travers une petite vidéo. Donc, je vais me contenter, là, dans les quelques minutes qui viennent, avant d'entamer la discussion, qui me paraît être le moment le plus intéressant de cette heure, je vais me contenter de rappeler quelques points saillants de cette conférence. Alors, dans cette conférence, j'essaye de pointer un phénomène que nous constatons tous à l'échelle des démocraties contemporaines. Ce phénomène, c'est un phénomène de délitement. Alors, les analogies, les images, les métaphores pour décrire ce processus, on n'utilise plus beaucoup le terme de décadence, mais on parle de décomposition, on parle de dédémocratisation pour signifier finalement une forme d'épuisement, une forme d'affaiblissement, une forme de contestation d'un mode de gouvernement, d'un type de régime politique qui s'est imposé progressivement, mais assez largement au cours du XXe siècle et que l'on peut appeler le gouvernement représentatif, la démocratie représentative. Et de ce point de vue, l'assaut contre le Capitole le 6 janvier 2021 a marqué finalement un moment assez significatif de ce processus, puisque c'était le cœur des institutions de la démocratie représentative, la plus souvent citée en exemple, avec la démocratie anglaise à l'échelle du monde, qui était attaquée par des gens qui cherchait d'un certain point de vue à le remettre en cause. Bon. Alors,
ce que je vais faire dans ces 10 minutes, c'est dire des choses très évidentes, de rappeler des choses très évidentes, mais aussi faire quelques propositions, hein, puisque je crois qu'on ne peut pas se contenter de faire ce constat, hein, qui est souvent fait, qui est beaucoup fait. Je pense à un livre de Levitsky et Ziblatt, mes collègues américains, qui a pas mal fait parler de lui et qui parle de la mort, hein, des démocraties. Il y a une interrogation aujourd'hui assez générale sur la possible disparition de cette forme de gouvernement. Je pense qu'on ne peut pas se contenter de faire le constat, il faut essayer peut-être d'envisager des issues, sinon des solutions à ce processus. Alors, ce que je voudrais rappeler, c'est que ce sont toutes les dimensions de l'idéal, mais aussi de ce que nous appelons démocratie, de l'idéal démocratique et de ce que nous avons traditionnellement l'habitude d'appeler démocratie, qui sont remises en cause. Première dimension, il y en a trois. La première dimension, c'est la dimension de souveraineté du peuple. Dans quelle mesure aujourd'hui le peuple exerce-t-il réellement le pouvoir dans nos systèmes politiques? Dans quelle mesure l'élection a-t-elle une influence significative sur la manière dont le monde est gouverné? Et dans quelle mesure finalement les gens ont le sentiment de pouvoir influencer la prise de décision? À toutes ces questions, il me semble que des réponses assez mitigées, hein, peuvent être apportées. Et il me semble que la période est caractérisée par la prise de conscience, en fait, de ce que ce sont essentiellement des acteurs non élus, des pouvoirs non élus. Je pense au livre d'un collègue anglais, Stéphane Wiber, qui parle de The Rise of the Unelected, hein, la montée en puissance des non-élus. Sont les pouvoirs non-élus qui affectent le plus nos vies. Hein, pensons aux GAFAM, hein, aux grands opérateurs du numérique, pensons aux marchés financiers, pensons à différentes agences. Et il me semble que la crise de confiance dans la démocratie, elle tient à ce sentiment que le peuple est en partie dépossédé de ce pouvoir d'influence et ce mythe de la souveraineté populaire, qui est un principe régulateur de nos démocraties, est de plus en plus, remis en cause. La deuxième dimension, c'est la dimension qui est propre aux démocraties libérales, par opposition à d'autres modèles démocratiques. On parle aujourd'hui de démocratie libérale, c'est tout ce qui relève finalement de la protection des droits, des libertés, de la séparation des pouvoirs, de ce que nous appelons l'état de droit. Et très clairement, on voit bien qu'avec un certain nombre de crises, ou en tout cas de menaces, hein, pensons à la menace terroriste, pensons aux effets finalement des phénomènes migratoires, pensons à la pandémie, hein, pensons au Covid. La tentation est forte pour les gouvernements de mettre en suspens, pour une durée plus ou moins longue, au nom de l'urgence, au nom d'un intérêt vital, ces libertés. Et on voit bien aussi également comment, un peu partout dans le monde, ont pris le pouvoir des acteurs qui ont été portés par le suffrage universel, mais qui, une fois au pouvoir, entreprennent de renier plus ou moins efficacement toutes ces libertés. Hein. Pensons à la Hongrie ou à la Pologne en Europe, pensons à l'Inde, pensons à la Turquie. Il y a effectivement aujourd'hui une sorte de régression générale des libertés, et il est tout à fait probable que face à toutes les crises à venir, hein, il y aura d'autres pandémies, il y aura de plus en plus de migrations liées au changement climatique. Il est très probable que les conflits autour des ressources naturelles, hein, devenues de plus en plus rares et de plus en plus précieuses, va accentuer, hein, ce processus de démantèlement des libertés politiques. Et puis, la troisième dimension, elle me semble aussi affectée, mais dans un degré moindre. Et c'est là peut-être que l'espoir réside. C'est la dimension expérimentale de la démocratie. La démocratie, disait Tocqueville, c'est un état social, hein, où John Dewey, le philosophe américain, parlait de forme de vie
démocratique. En fait, la démocratie, elle n'existe que si des gens y croient, la pratiquent, se comportent comme des démocrates, acceptent de s'engager dans la vie publique, acceptent de coopérer, de dépasser leurs différences. Il y a un ethos démocratique. Alors, cet ethos démocratique, il est effectivement menacé par certains aspects. Il me semble que la manière dont nos sociétés privilégient les activités productives, les activités de consommation par rapport aux activités collectives, et tout le processus d'individualisation qui est recherché finalement pour le bon fonctionnement de nos économies, nous éloigne de cet idéal de démocratie. Il me semble, par exemple, que la manière dont les entreprises, dans leur immense majorité, fonctionnent, nous éloigne aussi de cet idéal de démocratique comme forme de vie réellement vécue par les citoyens. Mais par un autre côté, il me semble qu'il y a des signes annonciateurs de transformation qui peuvent, cette fois, plutôt aller dans le sens de la démocratie. Il me semble que la période actuelle est caractérisée par une multiplication d'expériences, de tentatives, d'auto-organisation dans la société, dont on reparlera peut-être dans le dialogue avec Sylvain, ces initiatives politiques qui viennent finalement du bas, qui se traduisent par des formes de coopération, par des formes de consommation partagée, des formes d'habitat partagé, des formes de production partagée, nous rapprochent finalement d'une société démocratique. Et donc, c'est dans cette tension qu'il faut situer le moment contemporain. Alors, voilà pour le... Alors, je ne vais pas vous faire l'inventaire, qui serait très long, des pathologies de la démocratie contemporaine. Je vais simplement esquisser quelques propositions, puisque je pense que c'est l'esprit du colloque, et qui finalement émergent de la réalité. Première remarque, il me semble qu'il faut envisager désormais à la fois des réformes institutionnelles, mais aussi des réformes qui affectent nos conditions de vie. C'est-à-dire que la dimension de réforme politique et de réforme morale, d'un certain point de vue, me paraissent complètement indissociables. Il n'est plus possible aujourd'hui de cantonner la démocratie et le règne de l'égalité à la sphère politique. Il convient, par exemple, et ça c'est un point sur lequel j'insiste énormément au regard du cas français, qui est sans doute un peu différent du cas canadien, j'insiste sur l'importance de pratiquer la démocratie à l'école. Il me semble que c'est parce que nous ne formons pas des démocrates, et en tout cas que nous privilégions des formes de concurrence et d'individualisme au travers de l'école, d'élitisme même, que nous ne sommes pas préparés finalement à ces changements politiques désirables. Il me semble aussi qu'il faut aller chercher du côté de la démocratie en entreprise, il me semble qu'il faut aller chercher aussi du côté du temps de travail. L'un des problèmes aujourd'hui de nos sociétés, c'est que le temps qui est susceptible d'être consacré aux activités collectives est un temps qui est contraint, qui est raréfié, inégal selon les populations, et l'allongement de la durée du travail, l'intensification des rythmes de travail, et voilà, ne nous permettent pas finalement d'encourager finalement ces formes de vie démocratiques. Et on voit bien comment certaines des expériences les plus intéressantes sont menées par des acteurs qui se sont situés hors du marché du travail, hors de la sphère de consommation classique. Bon. Ça, c'est première remarque. La deuxième remarque, elle consiste à dire que nous avons tout un ensemble de voies et de stratégies disponibles, et qu'il est nécessaire de les envisager tout à la fois. C'est-à-dire que je ne crois pas qu'il suffira d'en emprunter une pour changer véritablement la donne. La première voie,
c'est la voie à la fois comment dire, de la défense des institutions telles qu'elles sont, parce que l'un des enjeux de la période actuelle, c'est aussi de défendre ce qu'il y a de démocratique dans nos sociétés, hein, qui ne sont démocratiques que par certains aspects. Les défendre la liberté de manifestation, par exemple. Hein, là encore, dans un pays comme la France, cette liberté de manifestation est menacée. Défendre les libertés individuelles, défendre la séparation des pouvoirs, bon, etc. Il y a un aspect défensif et puis il y a un aspect aussi offensif, au sens où il faut faire des réformes constitutionnelles, il faut changer les institutions par certains aspects, et lorsqu'elles sont à ce point viciées par des mécanismes de confiscation du pouvoir, comme l'est la Ve République en France, il me semble que ce chantier de la transformation constitutionnelle est un chantier qui mérite d'être envisagé, tout comme celui de la réforme des méthodes électorales. Bon, c'est un combat qui me paraît très important et voilà, la question du mode de scrutin bon, me paraît assez décisive. La deuxième voie, c'est la voie délibérative. C'est celle à laquelle je consacre mes travaux, je consacre mes activités militantes. C'est l'introduction dans le cadre de la démocratie représentative d'outils qui, comme le veut la théorie de la démocratie délibérative, cherchent à associer les citoyens concernés par cette décision. Et je vois Sylvain qui s'agite, donc je vais m'arrêter pour que nous ayons le temps d'une discussion. Des outils qui les associent au processus de décision, avec ce principe cardinal qui est de dire une décision ne peut être légitime que tous ceux qui sont concernés par elle ont pu participer à sa construction. Et donc, la démocratie délibérative, elle passe par quoi? Elle passe par des instruments comme les assemblées citoyennes, dont la Convention citoyenne pour le climat, dont on pourra reparler et qui a occupé 17 mois de ma vie au cours de ces 2 dernières années, me semble un exemple, sont des outils qui, sans transformer fondamentalement les équilibres de la démocratie représentative, y introduisent des formes de légitimité, des formes de contribution différentes. Et puis la troisième voie, c'est une voie qui est parfaitement compatible avec les autres de mon point de vue. C'est celle que j'appelle la voie communaliste et c'est celle qui est en train d'émerger, me semble-t-il, au travers d'un certain nombre d'expériences locales de reprise du pouvoir, de reprise de contrôle sur certains territoires. Hein. Eric Olin Wright, le sociologue américain, parle de stratégies interstitielles, c'est-à-dire que on occupe des interstices qui sont laissés ouverts par le marché et par l'État pour préfigurer finalement des formes politiques qui pourraient à l'avenir se généraliser. La question, évidemment, et sur laquelle on reviendra peut-être, la question est celle du passage à l'échelle, c'est-à-dire de la généralisation, c'est-à-dire est-ce qu'on peut considérer que cette voie communaliste, que par exemple théorise un auteur comme Murray Bookchin, à travers son idée de municipalisme libertaire, est réaliste? Oui, elle l'est, sans doute, mais est-ce qu'elle peut constituer une alternative sans une transformation révolutionnaire? Bon, c'est une question ouverte. Voilà, Sylvain, je suis désolé, je suis toujours très long, mais je vous Et oui, mais renvoie c'est un plaisir aussi de pour vous plus de entendre. détails à ma conférence. Il y a beaucoup de questions déjà qui arrivent dans le forum. Ouais. Moi, j'en pose deux qui ramassent aussi certains éléments qui ont été posés. La première, ce qui fait que nous sommes en ce moment à distance et pas ensemble dans la même pièce, c'est évidemment la situation sanitaire. Et je me demandais comment est-ce que vous lisiez la situation actuelle, la gestion politique, notamment de la crise sanitaire, par rapport à ce que vous indiquez dans votre conférence, c'est-à-dire les concurrences de la démocratie, que ce soit le modèle chinois, donc vraiment autoritaire, où on parle des fois aussi de démocratie illibérale, bref, et on en parle par rapport à la situation sanitaire, mais ça peut être aussi par rapport à la question environnementale. Il y a une question, par exemple, qui est posée ici, en gros, est-ce qu'on a le temps d'attendre que tous les intérêts, les dispositions individuelles s'alignent? Est-ce qu'il ne faut pas, sur certains enjeux par rapport à l'urgence, une espèce de coup de force? Et puis, donc, ces modèles illibéraux, ou ce que vous appelez les gouvernements épistocratiques, c'est-à-dire le gouvernement de ceux qui savent mieux les lois
de la nature, de l'économie. Bon. Donc, en gros, ma première question, c'est en quoi la situation actuelle accélère, transforme, recompose les tendances plus générales que vous avez identifiées dans votre exposé. Qu'est-ce qui bouge dans la situation qu'on vit? Et ma deuxième question, je la place déjà. J'aimerais justement que vous reveniez sur la Convention citoyenne pour le climat. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi ici, et je les invite à regarder ça, l'expérience de la Convention citoyenne pour le climat, hein, c'est un exercice démocratique inédit, tant par son ambition, j'allais dire participative, délibérative, et par son ampleur. C'était un mandat donné par le président pour définir des propositions afin, je cite, de réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale. Et c'était un dispositif avec 150 citoyens tirés au sort qui ont travaillé pendant plusieurs mois, qui ont rendu des propositions. Bon, et ma question, c'est évidemment quels enseignements on peut tirer de cette expérience, que ce soit sur ce qui est possible de faire démocratiquement, et aussi sur, j'allais dire, ce que ça a donné, ce qui rejoint des questions en ce moment dans le forum sur les capacités de l'État aussi à se transformer, de notre État et ou de nos élus à se transformer. Donc, on peut partir avec ces deux questions-là. De très bonnes questions. Alors, moi, je n'ai pas accès aux questions du chat. Alors, peut-être tant mieux, comme ça je ne suis pas perturbé, mais effectivement, je vais répondre à ces deux questions qui sont très, 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 très intéressantes et très, très importantes. Bon, la pandémie, qu'est-ce qu'elle a fait à nos démocraties? Elle a à la fois révélé, cristallisé, accéléré des tendances qui étaient déjà à l'œuvre. Et les deux tendances dont vous parlez, c'est-à-dire une tendance à la centralisation du pouvoir qu'on constate à peu près partout dans nos démocraties, c'est-à-dire que ce sont les exécutifs qui ont pris le pas sur les législatifs au nom de l'urgence, au nom de l'efficacité d'un certain point de vue et au nom, dans un pays comme la France, du suffrage universel. C'est-à-dire qu'on a là effectivement une emprise qui est de l'exécutif sur les autres acteurs de la vie politique qui est tout à fait caractéristique et que la pandémie a accéléré parce que effectivement cet argument de l'urgence et cet argument de l'efficacité, il était d'autant plus efficace que nous étions face à une menace vitale. Et le risque, me semble-t-il, c'est que ce type de menaces, elles vont se multiplier par la force des choses. Et notamment, le changement climatique va surdéterminer le fonctionnement de nos systèmes politiques. Regardons comment les pays européens ont été affectés par quelques dizaines de milliers de migrants. Comment ça a changé les équilibres, à la fois dans l'opinion et dans les politiques publiques. Il me semble que lorsque ce ne seront plus des dizaines de milliers ou des centaines de milliers, mais des millions de personnes qui devront changer de lieu d'habitation pour cause d'impossibilité de survie dans là où ils habitent, tout cela risque de s'accentuer. Et donc la pandémie, dans un pays comme la France, a exacerbé des logiques et vous avez pointé ces deux logiques. La logique de centralisation du pouvoir, de confiscation du pouvoir par une poignée d'acteurs qui finalement court-circuitent tous les autres. Parce que l'un des aspects aussi de ce processus d'épuisement de la démocratie, c'est le fait que aujourd'hui, les canaux par lesquels les citoyens étaient représentés traditionnellement, je pense aux syndicats, je pense aux partis politiques, je pense aux associations d'intérêt général, aux associations, tous ces canaux se sont affaiblis, hein, et ne sont plus capables, d'un certain point de vue, de structurer la vie politique et de représenter. Hein. En fait, nous vivons enfin la crise de représentation dont nous ne cessons de parler depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Hein. On a le sentiment d'avoir toujours vécu cette crise de la représentation. Aujourd'hui,
en bas des citoyens qui pensent ne plus pouvoir être représentés parce qu'il y a une défiance systématique à l'égard de tous ceux qui prétendent parler en votre nom sans vous et à votre place. Et c'est ça le processus de représentation. Et puis, le processus de représentation est remis en cause d'en haut, puisque nous avons des gouvernants qui ne cessent de décrédibiliser les représentants de la société civile qui leur font face et qui pratiquent la politique du coup de force. Donc, centralisation, et puis la tendance aussi à l'affirmation d'une légitimité de type épistocratique me paraît aussi très symptomatique et avoir donné toute sa puissance au moment de la pandémie. Pourquoi ? Parce que finalement, on a, en tout cas en France, un gouvernement qui s'est entouré, semble-t-il, d'un conseil scientifique, hein, bon, mais avec une gestion très ambivalente de ses relations avec les scientifiques, mais surtout qui a gouverné avec un conseil de défense qui a fonctionné de manière absolument opaque, hein, pratiquant le fait du prince. Alors, je n'ai pas suffisamment étudié la gestion politique de la pandémie ailleurs, mais il me semble qu'on trouve des schémas évidemment moins accentués, mais comparables un peu ailleurs. En fait, c'est l'idée que les gouvernants sont seuls à savoir ce qu'il faut faire, n'ont pas besoin finalement de s'appuyer. Alors, et on voit que paradoxalement, les pays qui ont le mieux fonctionné sont aussi les pays qui ont le mieux géré la pandémie, sont aussi les pays qui ont une gouvernance de cette pandémie plus souple d'un certain point de vue, qui était, bon voilà, alors, c'est pas, alors là, voilà, tout ça reste ouvert à la discussion. Donc voilà, deux tendances, l'épistocratie et l'autoritarisme qui se conjuguent parce que nous avons des formes de néolibéralisme autoritaire, disons les choses, parce que là on parlait de la pandémie, mais si on regarde la manière dont on décide sur le plan économique, on a très clairement la conjugaison de ces deux phénomènes. Et puis ce que vous dites de la concurrence évidemment du modèle chinois, c'est-à-dire qu'il y a aussi un affrontement qui se joue à l'échelle globale, à l'échelle internationale, entre des régimes qui s'affirment comme pratiquant un autre modèle de gouvernement que celui de la démocratie libérale, qui ne font plus de complexes, qui, comme Viktor Orban en Hongrie, revendique le terme de démocratie illibérale contre la démocratie libérale. Et on voit que ces gouvernements sont non seulement de plus en plus nombreux, mais aussi de plus en plus puissants et capables de s'allier en produisant des récits de réussite. Bon. Et donc, on voit bien que si nos citoyens ne se mobilisent pas, que si nos gouvernements ne se transforment pas, euh, je ne vois pas comment nous pourrions échapper finalement à une forme de basculement, soit de glissement progressif qui est en cours, soit de basculement vers l'autoritarisme, alors qui arrivera par les élections, hein, comme il est arrivé souvent. Hein, on voit bien comment, là je parle encore à partir du cas français, je vois bien comment aujourd'hui le mode de scrutin qui est le nôtre et le système institutionnel qui est le nôtre, qui a pendant longtemps empêché l'extrême droite de parvenir au pouvoir parce qu'elle ne parvenait pas à s'allier, peut tout à fait se retourner et permettre la venue au pouvoir lors de la prochaine élection présidentielle de Marine Le Pen. C'est quelque chose qui n'est plus complètement impensable. Et on voit bien qu'avec l'étendue des pouvoirs politique,
dont elles disposent, nous basculerons très rapidement dans un régime autoritaire. Et ma crainte, c'est que nous n'ayons pas la possibilité, nous n'ayons plus la possibilité ni juridique ni politique d'y résister. La Convention citoyenne. Alors, la Convention citoyenne, c'est effectivement ce qui constitue pour moi une forme de motif d'espoir et de désespoir en même temps, puisque vous me demandez ce qu'est mon évaluation, mon bilan de cette expérience, il est forcément ambivalent. C'est-à-dire que sur un plan procédural, il me semble que ça a été la possibilité, donc une assemblée citoyenne à l'échelle nationale. Moi, j'insiste sur ce point, parce qu'on avait tendance à considérer que oui, la démocratie délibérative, ça pouvait se pratiquer en Islande, en Irlande, dans des petits pays, mais que dans des grands pays comme la France, aussi compliqués à gouverner, c'était totalement impossible. Nous avons démontré qu'il était possible d'amener 150 citoyens vraiment représentatifs. Alors, pas d'un point de vue statistique au sens strict du terme, mais vraiment, nous avons fait un effort sur le tirage au sort à prendre en charge une question centrale, qui est celle du changement climatique, en leur posant un cahier des charges d'une ambition folle, faire des propositions pour diminuer de 40% des émissions de gaz à effet de serre, et qu'ils parviennent à la fin à produire 149 propositions qui ont été jugées non seulement crédibles, mais suffisamment cohérentes pour dessiner un changement de société et un processus de transition climatique. Ce que les parlementaires ou les gouvernements n'avaient pas réussi à faire jusqu'à présent et étaient dans l'incapacité de faire. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a peut-être une possibilité d'affronter la crise environnementale, le changement climatique et de limiter le phénomène d'érosion de la biodiversité en s'appuyant sur les citoyens. Parce qu'on ne pourra jamais s'appuyer sur la démocratie parlementaire, parce que structurellement, elle n'est pas en mesure de prendre en charge ces questions-là. Parce qu'elle ne voit que le court terme par rapport au long terme et parce qu'elle est beaucoup trop intriquée, son fonctionnement est beaucoup trop intriqué avec celui du marché, celui de l'économie et les élites qui nous gouvernent, les élites politiques et administratives qui nous gouvernent sont tellement liées avec les élites économiques et financières qu'elles ne pourront pas prendre les mesures radicales qui sont exigées par la situation environnementale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle, et j'en terminerai par là, Sylvain, la mauvaise nouvelle, c'est que le président de la République a trahi sa promesse. Sa promesse, c'était de transmettre sans filtre les 149 propositions, soit au référendum, soit au Parlement. Il a profité d'une période un peu floue entre la restitution des propositions et le dépôt du projet de loi à l'Assemblée, qui est en discussion, un projet de loi climat et résilience, pour retirer aux propositions tout ce qu'elles avaient d'ambitieux. Donc, il n'y a plus que 10% des propositions des citoyens qui sont effectivement soumises aux parlementaires, et on a raté l'occasion historique d'articuler la démocratie délibérative ou participative avec la démocratie représentative. Parce qu'il aurait été normal que les parlementaires, à la fin, ne retiennent pas forcément tout ce que les citoyens ont dit. Mais là, le fait que l'exécutif ait repris la main entre les deux nous montre que, le cadre sur lequel reposait cette expérience n'était pas suffisamment solide pour garantir une influence de la Convention sur les politiques. Et il va sans dire, et c'est ce que vous dites, Sylvain, très justement, il va sans dire que l'on peut douter, après cette expérience, que nos gouvernants, alors pas tous, mais la majeure partie d'entre eux, aient réellement compris à quel point leur situation devenait problématique, c'est-à-dire à quel point leur légitimité était affectée. Et il me semble que malheureusement, ils n'ont pas encore compris qu'ils devaient impérativement changer de manière de gouverner pour garder leur légitimité. Voilà.
En ce moment, le temps passe vite dans nos échanges, mais aussi à l'échelle de l'année que l'on vit. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas suivi cet épisode de la Convention citoyenne, il faut se souvenir aussi qu'elle émerge au moment d'un épisode particulier en France, qui est l'épisode des Gilets jaunes, et d'un rapport de force aussi, dans lequel le gouvernement est pris et qui est très différent de la situation actuelle au moment où les propositions sont déposées. Et par rapport à cette question-là de l'articulation, vous avez commencé à évoquer cette articulation entre la voie effectivement délibérative, participative et la voie plus réformiste. Dans votre présentation, vous avez quatre voies, hein, la voie réformiste, réinventer des institutions délibératives et participatives, la voie communaliste et localiste, et puis la voie éthique. Et il y a beaucoup de questions là sur l'articulation entre ces différentes voies. Jusqu'où est-ce que c'est possible de les articuler? Il y a beaucoup d'intérêt pour la voie communaliste et localiste du côté des chercheurs, mais aussi des acteurs mobilisés dans le domaine des innovations sociales. Et évidemment, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ça pose souvent la question de la coordination entre ces expériences locales, préfiguratives, qui ne cherchent pas nécessairement, et souvent qui ne cherchent pas à capter un pouvoir global et donc, quel regard vous portez sur le potentiel de coordination, de changement d'échelle? Il y a différentes manières de le nommer. Ça, c'est une première question. La deuxième, c'est l'articulation entre cette voie-là, communaliste et localiste, et les autres voies, c'est-à-dire le lien entre cela et les luttes réformistes dont vous parlez. Le lien aussi avec une autre stratégie que vous n'évoquez pas, mais qu'on sent en filigrane, qui est aussi la voie de la rupture, d'opposition plus fondamentale. Bien sûr, Et bien sûr. donc, c'est la question de ces articulations entre les différentes voies Oui, et oui. en se centrant sur la voie communaliste et localiste. Oui, oui, non, alors il y a oui, deux questions. Je vais prendre d'abord la question de l'articulation. Bon, j'ai écarté d'emblée, alors évidemment, dans cette réflexion sur les stratégies à mener de transformation sociale et politique, je m'appuie sur l'auteur que j'ai déjà cité, Eric Wright, hein, qui distingue les stratégies de rupture, les stratégies réformistes et les stratégies interstitielles, ce qui regroupe en partie, mais pas complètement, les propositions que je fais qui sont beaucoup plus liées à la question démocratique, à la question du pouvoir. Mais je maintiens qu'elles sont, qu'il y a un problème avec la stratégie révolutionnaire. Hein, il y a un problème. Alors, d'abord, il y a un constat, c'est qu'elle ne séduit plus grand monde, hein, cette stratégie révolutionnaire, cette stratégie de prise de pouvoir par le haut. Il y a un problème de réalisme aujourd'hui, sauf à remettre en cause la logique de l'élection elle-même, c'est-à-dire à avoir recours à la force. Il est devenu très peu probable de faire advenir des gouvernements qui soient capables vraiment de changer de paradigme. Un exemple qui a beaucoup marqué, me semble-t-il, l'histoire européenne de ces 15 dernières années, c'est l'exemple grec. On a bien vu quand le gouvernement grec issu de Syriza, le parti, a revendiqué le fait de changer complètement de politique économique, il s'est vite fait rappeler à l'ordre. C'est-à-dire que les gouvernements nationaux sont tellement enserrés de contraintes, hein, et notamment en Europe, qu'il devient très compliqué d'envisager cette voie-là. Et puis, on voit bien comment le financement des élections, on voit bien comment l'état de l'opinion rend peu probable l'avènement d'une révolution qui porterait un désir d'égalité, de transformation écologique. Alors, mais rend probable quand même, et c'est ça qui est intéressant, rend possible et probable l'arrivée au pouvoir d'un gouvernement d'extrême droite, hein, qui ne porte pas le même type de rupture révolutionnaire. Mais voilà. Donc, cette voie, elle devient de moins en moins plausible. Et puis, il y a un troisième motif de rejet que moi j'invoque très volontiers, c'est l'obligation de cohérence entre la fin et les moyens. C'est-à-dire que quand vous prétendez faire advenir une société plus égalitaire, plus horizontale, plus démocratique, plus coopérative, vous ne pouvez pas le faire de manière complètement autoritaire.
au risque de vous mettre en porte-à-faux par rapport à vos propres principes. Et l'histoire nous a montré que il était très rare que des leaders autoritaires charismatiques, une fois arrivés au pouvoir, abdiquent leur pouvoir pour le redonner à d'autres. Donc, on a des vrais problèmes de cohérence. Pour les autres voix, il est évident qu'elles entrent en tension. Il est évident qu'elles entrent en tension, qu'elles ne concernent pas forcément les mêmes acteurs, mais qu'il peut y avoir des alliances. Je vois très bien comment on peut concevoir des alliances entre des réformistes qui essayent de changer les choses de l'intérieur et des activistes et c'est comme ça que le monde avance en général. Donc ça n'est pas un jeu à somme nulle d'un certain point de vue. Et ça, c'est une conviction absolument profonde. Et que l'état de gravité de la crise est tel que finalement, il faut envisager toutes les stratégies possibles. Donc là, c'est une position que je crois assez fermement réaliste. Et puis, sur la deuxième question qui est la vôtre, qui est une question capitale, extrêmement. Alors là, on peut invoquer deux contraintes. Une contrainte de temps, c'est-à-dire qu'on parie effectivement ces expériences, parient pour ceux qui y croient, comme moi, ces expériences parient sur un phénomène de dissémination, un phénomène d'exemplification, un phénomène de diffusion progressive. Bon, ce phénomène, pour autant qu'on puisse l'observer, il n'est pas suffisamment, il ne s'opère pas de manière suffisamment rapide pour nous éviter le pire. Bon, ça c'est une première position, c'est-à-dire que pendant ce temps-là, les choses continuent à se dégrader du fait d'une orientation très différente à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne. Donc on ne peut pas laisser les choses se dégrader à ce point et donc il faut prendre en charge, me semble-t-il, les autres échelles de pouvoir. Deuxième problème, ce que nous a montré néanmoins, et ça c'est une position un peu plus générale, la gestion de la pandémie, c'est que en l'absence, et ça je suis assez ferme sur ce point, en l'absence d'État, susceptible de répartir les richesses à l'échelle nationale, de redistribuer, de redistribuer les ressources, nous n'aurions peut-être pas pu affronter cette pandémie. C'est-à-dire que, en fait, l'État reste à plus ample informé, sous bénéfice d'inventaire, ce qui structure nos sociétés. Alors, vous allez me dire, bon voilà, et donc du coup, ceux qui souhaitent sa disparition doivent démontrer que le fédéralisme, puisque c'est ça l'alternative à l'État, la fédération, peut prendre en charge immédiatement et aussi bien les fonctions de solidarité, les fonctions de redistribution qui sont produites par l'État. Alors, je vais peut-être faire hurler tous les anarchistes parmi vous, tous les municipalistes purs et durs, qui vous disent, ben oui, ça pourrait marcher, mais ça pourrait marcher à condition et sous condition d'une conversion assez générale, d'un changement de paradigme. Alors, il arrivera peut-être du fait de l'effondrement de l'État, mais il me semble que ça, c'est quelque chose qui, si moi, je suis là pour réfléchir à ces questions, pour transmettre ce type d'idées, c'est aussi grâce à l'État. Alors, ce chant d'amour à l'État, vous voyez ce que je veux dire, peut paraître un peu ringard, mais il me semble indispensable quand je constate. Donc, oui, le municipalisme, oui, l'émergence du vocabulaire des communs, et ce simple concept de commun est un concept absolument décisif et qui laisse envisager des changements assez radicaux de conception de la propriété et du pouvoir. Mais pour l'instant, il ne me paraît pas constituer encore une alternative autrement que sur un plan théorique. Euh, Au niveau des voies, celle dont on a le moins parlé pour l'instant, c'est la voie éthique, la quatrième. Ouais. Et dans votre présentation, vous dites bien que
pour que pour qu'existent les démocraties, il faut des démocrates. C'est une nécessité, j'allais dire, en haut, mais aussi en bas. Il y a plusieurs manières de prendre cette question-là. Thomas Colomba, par exemple, là, parlait des conditions matérielles nécessaires afin que le citoyen trouve le temps et les ressources de la participation démocratique. Donc, quelles seraient ces conditions? Comment les établir? Une autre manière de prendre ça, un peu les conditions au fond de la pratique démocratique. Moi, j'ai été assez frappé à la fin de votre communication donc, en ligne, hein, version longue, par vous rappeler que la démocratie représentative, elle est née sur une promesse, le fait que aussi il y a un effet générationnel, mais que les enfants vivront mieux que les parents, que chacun pourra accéder au bien-être par accumulation de richesses, de manière collective, ce sera une accumulation infinie, et le fait que ce pacte est rompu par rapport aux limites planétaires, par rapport à la croissance des inégalités, et vous dites que ceux qui ont pu croire que ce contrat était valide, notamment dans les catégories populaires, savent qu'ils ne pourront pas en profiter, et vous dites plus personne n'est dupe. Mmh. Et les effets de ce ressentiment, et voilà. Et donc voilà, par rapport à cette question de l'éthique et de comment est-ce qu'on fabrique ou comment est-ce qu'on fait vivre la possibilité de la démocratie dans l'expérience individuelle, dans la pratique, peut-être dans, je sais pas comment dire, dans l'illusion, enfin, dans le fait que ça vaut la peine. Quelle solution, justement, par rapport à l'avènement de cette voie éthique, cette quatrième voie? Vous avez parlé d'éducation, c'est important. Ouais. En tant que produit de l'élitisme français, je vois tout à fait. Mais quelles seraient les autres voies? Même celle-là est très importante. Oui, c'est effectivement la voie la plus compliquée, me semble-t-il, à penser, tant elle implique de transformation de nos modes de vie et vous avez l'air de le dire aussi, de remise en cause possible et potentielle d'un droit à l'indifférence politique. C'est-à-dire que aujourd'hui, dans nos sociétés, alors par socialisation, mais aussi par choix, beaucoup de citoyens ne souhaitent pas ou ont renoncé à pratiquer leur métier de citoyen, à exercer leurs compétences citoyennes. Alors, ce que j'ai tendance à dire, c'est que, alors, à la fois, on peut admettre cette possibilité de ne pas vouloir exercer ses droits ou coopérer avec autrui. Encore faut-il, et ça c'est un point sur lequel je voudrais insister, encore faut-il qu'on ne persuade pas ces mêmes citoyens qu'ils ne sont pas légitimes à le faire. Bon, ça c'est un point capital, c'est-à-dire que si beaucoup de citoyens ne participent pas, c'est parce qu'ils ont perdu non seulement confiance dans les institutions, confiance dans les autres, mais confiance aussi en eux-mêmes. Donc, leur donner cette possibilité, donc, on voit que là, pour le coup, ça s'articule avec l'ouverture d'espaces de responsabilisation, de délibération, d'association à la vie collective. Moi, ce que je constate quand j'observe des expériences de démocratie participative, c'est que toutes les fois où on donne le temps et où on réussit à convaincre les citoyens que leur action pourra avoir une influence sur la décision, et bien à ce moment-là, ces mêmes citoyens qui pouvaient sembler apathiques, fatalistes, défiants à l'égard du pouvoir s'engagent. Alors, évidemment, la condition, c'est de ne pas les tromper dans cette espérance d'efficacité. Mais la démocratie participative, elle porte cette promesse-là. La démocratie délibérative, elle porte cette promesse-là. Et quand on voit une partie des 150 citoyens aujourd'hui se transformer en association, agir en groupe d'intérêt, etc., on voit bien comment ce mécanisme de responsabilisation, il est tout à fait envisageable. C'est parce qu'on ne souhaite pas, c'est parce que
de manière très générale, le système et les responsables et les gouvernants ne souhaitent pas que les citoyens s'engagent, qu'ils ne s'engagent pas. Donc ça, c'est un premier début de réponse à vos questions. Et puis, un deuxième début de réponse à vos questions renvoie, me semble-t-il, à la sphère économique, hein, de manière plus générale, c'est-à-dire à l'emprise des activités productives et consuméristes dans nos vies, au fait que finalement, le système qui est le nôtre exige des consommateurs, hein, et des salariés dociles beaucoup plus que des acteurs ou des citoyens. Et donc, on pourra pas, hein, complètement résoudre la question de la citoyenneté à l'échelle politique sans résoudre la question du pouvoir au sein des entreprises. Et donc, introduire un certain nombre de réglementations. C'est parce qu'on ne le fait pas, hein, d'un certain point de vue. On pourrait, évidemment, mais les dogmes du néolibéralisme nous interdisent finalement de penser que les salariés puissent être autre chose. Donc, on peut encourager les coopératives ou l'économie sociale et solidaire. On peut introduire, par exemple, l'obligation de la présence de salariés dans les conseils d'administration. Voilà, il y a tout un arrière-fond et un contexte qui pourrait être changé. Et on peut envisager aussi, alors je sais que c'est tout un débat dont je ne suis pas spécialiste et dans lequel je n'entrerai pas, mais un revenu universel de citoyenneté qui permette aux citoyens de se détacher. Alors, il ne s'agit pas de passer d'un extrême à l'autre, c'est-à-dire d'une absence totale de participation politique à l'ensemble des citoyens qui participent tout le temps et partout, mais laisser cette possibilité de mettre de côté sa carrière professionnelle pour s'engager pourrait être une solution. C'est-à-dire que là, on aurait quelque chose de relativement décisif. Et puis, là encore, si on remonte encore plus en généralité, il me semble que des politiques sociales plus égalitaires sont la condition absolue, et moins inégalitaires, sont la condition absolue de la participation politique. C'est-à-dire que nos démocraties, elles souffrent aussi d'une montée en puissance des inégalités et du fait que certains citoyens, parce qu'ils sont en insécurité sociale, pour reprendre le vocabulaire de Robert Castel, ne sont pas du tout en mesure de s'exprimer autrement que sur le mode d'une forme de ressentiment. Et puis je retiens de votre analyse ce terme de ressentiment qui me paraît, cette politique du ressentiment, qui me paraît, qui a été bien étudiée par un certain nombre de mes collègues, qui me paraît évidemment la plus antagoniste avec l'éthos démocratique dont je parle, même si, alors c'est quand même quelque chose qui mériterait finalement de nous rendre optimistes, même si un mouvement comme les Gilets jaunes, dont Sylvain a parlé, qui pouvait prétendre être la pure expression d'un ressentiment, a débouché sur une revendication démocratique. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, finalement, ont fini par s'accorder pour faire du référendum d'initiative citoyenne. Alors, je ne sais pas, voilà, si leur vision de ce que devait être ce référendum est comparable à celle que je peux avoir, mais de référendum d'initiative citoyenne. La bonne nouvelle, c'est que la question démocratique est devenue une question centrale pour tout un ensemble de mouvements sociaux et pour une partie de plus en plus grande des citoyens. Alors, le vrai risque, c'est qu'effectivement l'extrême droite, puisque c'est de là que vient le risque, n'instrumentalise ce désir de démocratie, hein, qui existe quand même, pour évidemment lui tourner le dos une fois arrivé au pouvoir. Il nous reste 5 minutes. Je voudrais poser une dernière question pour conclure là-dessus. C'est un dialogue, en fait. Je ne vois pas du tout les auditeurs. Est-ce qu'il y a des auditeurs? C'est le dernier espace où la représentation est légitime. Est-ce qu'il y a des spectateurs? Parce que là, j'ai un doute. Il y a des milliers de personnes. Il y a des milliers de personnes. Nous ne sommes pas seuls. Ça me rassure, Sylvain, parce que là je n'en vois aucune trace et aucune. Moi, je les vois sur les forums et ils sont aussi dans la rue.
et il me crie des questions. Non, mais ils sont sur le forum. Ils sont sur le forum, et donc je vois les questions. Et là, moi, Bon, je termine super. avec une question à moi, avec mon privilège Ouais. à moi. C'est la question du rôle des chercheurs et des universités par rapport à toutes ces questions-là. Dans la manière dont je vous ai présenté, il y a l'œuvre académique, le fait d'être engagé dans des expérimentations institutionnelles, militantes. Nous travaillons dans des universités aussi où on enseigne d'une certaine manière, où il y a un statut du savoir qui inclut certaines personnes, qui en exclut d'autres, qui inclut des savoirs, qui en exclut d'autres. Donc voilà, pour terminer, un peu votre regard sur le rôle par rapport à ces enjeux démocratiques-là des chercheurs et des institutions dans lesquelles nous sommes, qui sont les universités. Bon, je sais que j'interviens là dans un colloque organisé par l'UQAM et bon, j'ai enseigné à un moment de ma vie un petit peu à l'Université de Montréal. Donc, je vois ce qu'est la spécificité de l'UQAM. Donc, c'est une université qui encourage l'engagement et qui se veut en prise avec la cité. Et c'est ce type d'université que moi j'appelle de mes voeux. C'est-à-dire qu'il y a deux aspects dans votre question. Le premier aspect, c'est est-il impératif que les universitaires s'engagent dans des actions ou des processus de transformation sociale? Ma réponse a tendance à être oui. Je pense que nous sommes un des derniers acteurs collectifs à pouvoir revendiquer une possibilité de contester le système et une possibilité d'être crédible voilà, il y a un vrai problème avec l'expertise dans nos sociétés. La défiance, elle n'est pas seulement vis-à-vis des élus, mais elle est aussi vis-à-vis d'un certain nombre d'experts. Mais j'ai le sentiment quand même si, vous le savez peut-être, en France, on a une ministre qui a entrepris une croisade visant à disqualifier ses propres universitaires. C'est quelque chose d'assez fascinant, hein. C'est toute la controverse autour de l'islamo-gauchisme. On voit bien comment on est en train d'essayer de faire taire cette parole critique, ou en tout cas de la déconsidérer ou de la discréditer auprès de toute une partie de l'opinion. Mais je pense que nous sommes des acteurs non pas centraux, mais utiles et intéressants de la transformation sociale. Bon, ça, c'est mon point. Mais le problème, c'est qu'il y a un certain nombre de logiques de transformation de l'institution universitaire qui empêche ces mêmes universitaires de devenir des acteurs de la transformation sociale. Moi, si je peux me consacrer à toutes les activités qui sont les miennes, qui sont bénévoles, hein, si je peux consacrer autant de temps à quelque chose comme la Convention citoyenne, mais j'ai d'autres engagements, c'est parce que je n'ai plus d'enjeu de carrière. C'est-à-dire qu'on ne m'oblige plus à produire des rapports sur le nombre d'articles que j'ai publiés dans des soi-disant revues d'excellence, si possible des revues qui ne sont pas lues, hein, des revues disciplinaires. C'est parce que j'ai cette liberté. Mais je pense à mes jeunes collègues qui sont tellement absorbés par la nécessité de survivre dans ce monde qui est de plus en plus compétitif, où on leur fixe des objectifs qui sont des objectifs quantitatifs, etc. Ils ne peuvent plus faire ce travail, ou en tout cas ce travail n'est pas reconnu, sauf exception. Donc ça, c'est première remarque. Puis la deuxième remarque, c'est le statut du chercheur dans un projet qui se veut démocratique et son statut paradoxal. C'est-à-dire que le chercheur qui parle de ces questions le fait avec ce qu'il revendique comme une forme de privilège, hein, de privilège lié à son savoir, lié à son statut. Il nous reste une minute, et ben ça, il faut le gérer. Ça, il faut le gérer. Alors, le gérer comment? Par la recherche participative. Moi, je crois beaucoup à la recherche participative, qui ne peut pas être la totalité de l'activité des chercheurs, et je crois quand même que le chercheur, alors là, moi j'ai été formé à Bourdieu, hein, même si ça ne se voit plus vraiment, mais j'ai cet arrière-fond bourdieusien. Ce chercheur garde quand même euh, pour il garde cette distance, il doit quand même garder cette distance qui fait le crédit et qui est lié à son activité scientifique, qui fait le crédit de son savoir.
Voilà, ce serait beaucoup trop long à expliquer, mais il ne me restait plus qu'une minute, comme cela m'a été annoncé. Voilà. Merci beaucoup, Loïc Blondiot. C'était un plaisir de vous écouter et on va pouvoir vous réécouter. Donc, cette conférence-là, cet échange-là, non seulement la conférence que vous avez donnée, format long, mais aussi nos échanges, ils seront disponibles sur cette plateforme jusqu'au 30 avril prochain. Vous pourrez le revoir. Et Si je j'invite peux me les participants. permettre, Vas-y, allez-y, Loïc. Sylvain, ouais, relayer cette discussion, je viens de publier dans le numéro d'avril de la revue Esprit, qui est une revue française que vous pouvez trouver sur les plateformes, un article sur la démocratie en France qui reprend ces idées. Si effectivement le mode Ouais. vidéo ne vous intéresse pas, voilà, vous aurez des éléments dans la revue Esprit du mois d'avril. Donc, on pourra mettre le lien. Et puis, j'invite les participants à rejoindre la prochaine activité puisque c'est l'heure. Et je remercie encore très chaleureusement Loïc Blondiot d'avoir participé à cet échange à distance, mais en lien fort. Et puis, on espère vous recevoir bientôt ici aussi. Bonne suite de colloque à tous.